Salut les gars, comment ça va aujourd'hui? Le vieux est de retour avec une nouvelle œuvre sur la chaîne et je vais être sincère. Elle est vraiment bonne, les amis. Et encore plus quand l'auteur est connu, vous savez ce que je veux dire, non? Volume, causa et zéro pitié. Alors, sans plus de baratin, mon fils, allons au récap. Personne ne savait que le chemin des fourmis à Belokan nous mènerait à une rencontre terrifiante. La piste odorante, autrefois si confiante, se dissipait maintenant dans un abîme d'incertitude, entendant un cri désespéré au 327e étage. La fourmi qui portait la responsabilité de son espèce sentit cette pression augmenter. Est-ce qu'il était déjà trop tard? Alors que les instincts criaient à l'aide, un choix cruel s'imposait. Tout risquer pour sauver une camarade ou s'accrocher à la sécurité du groupe? Eh bien, que faire dans ce sombre contrôle de l'obscurité qui l'entourait? L'air était chargé de tension et ces fourmis regardaient presque paralysées, tandis que le destin de l'une d'entre elles était en balance. Cette bataille intérieure, au numéro 327, entre être un héros ou un survivant, résonnait dans le silence mortel du souterrain. Était-il prêt pour le défi à venir, ou était-ce la fin de la ligne? John descendait dans un sous-sol bien plus grand qu'il ne l'imaginait, se demandant jusqu'où ses escaliers iraient. Dans l'obscurité, la seule chose qu'il voyait était une fête de lumière au loin. Mais là-dedans, dans les profondeurs d'une grotte, quelque chose était là en repos. Une jambe pleine de caractéristiques d'insectes s'étira sur le corps de la créature, tandis que d'autres pattes apparaissaient et frappaient le sol au fur et à mesure que la créature commençait à se lever. Et ainsi, dans la chaleur de ce moment, des créatures qui étaient en hibernation dans l'obscurité commencèrent à se réveiller. Leur sang était un peu gelé dans les vaisseaux sanguins, commença à dégeler et le liquide incolore et transparent fit trembler les corps pour qu'ils puissent à nouveau circuler dans le réseau d'artères. Les cœurs pulsaient lentement, tandis que le flux chaud réchauffait les mécanismes endormis, faisant en sorte que les articulations complexes commencent à bouger. Et enfin, les 12 premières fourmis se réveillèrent, recevant la mission de ramener toutes les autres dans le monde réel, se diriger vers le vaste extérieur à la recherche d'énergie thermique, rompant le seau qu'elles avaient mis dans leur terrier dès qu'elles étaient reparties. Mesurant seulement 1 mm de hauteur, elles avaient construit une ville souterraine de plus de 50 niveaux et 50 autres au-dessus du sol. Mon Dieu, c'était la plus grande ville de la région, avec environ 18 millions d'habitants, produisant annuellement 50 litres de mélasse de poil, 10 litres de mélasse de cochenille et 4 kilos de champignons huîtres et une tonne de pierres déchues. Il y avait 120 km de tunnels en fonctionnement et une superficie de seulement 2 mètres carrés. Ça en fait des choses, tu sais? Pour un espace si restreint, c'était une immense ville de fourmis de feu appelée Belokan. Les 12 fourmis qui se réveillèrent dans la gigantesque Belokan avaient une tâche importante. Réactiver la ville qui était restée stagnante pendant l'hiver. Celui qui se réveille en premier est guidé par l'instinct à ramener la chaleur de la lumière du soleil dans le terrier pour ses compagnes qui dorment encore. Parmi ces 2 fourmis, il y avait une unique fourmi mâle, la seule à pouvoir se reproduire et elle n'était pas la seule à pouvoir donner un like. N'est-ce pas mon gars? Allez, mets déjà un like là, en grattant cette vidéo. Elle était un peu plus petite que les autres fourmis de Belokan et sa mandibule supérieure était plus étroite. Son nom était le numéro 327 et son destin, eh bien, il était scellé. Il allait mourir dans quelques mois. 327 commença à partager sa chaleur avec une fourmi ouvrière qui était encore dans son sommeil profond. Cette fourmi ouvrière, en étant réveillée, étendit ses antennes dans une tentative d'identifier qui l'avait éveillée. Le premier segment d'information qu'elle reçut indiquait qu'elle avait 173 jours de vie. Le deuxième segment révélait qu'elle était une femelle fertile, tandis que le troisième soulignait qu'elle était une fourmi de feu de la forêt, née dans la ville mère Belokan. Le quatrième segment fournissait son numéro d'œuf, qui devenait son nom, en comptant à partir du début de l'automne. Elle était 327. L'œuf qui avait été, c'est pourquoi elle était connue sous le nom de la fourmi mâle 327. À partir de ce 5e segment, elle n'émettait plus d'informations chimiques, mais chacune remplissait encore sa fonction. Ces nouvelles fourmis qui se réveillaient rejoignaient celles qui s'étaient réveillées auparavant pour éveiller les endormis et réparer les structures de la ville de Belokan, alors que 327 portait une branche pesant environ 60 fois son propre poids. Quel dommage, c'est beaucoup. Une fourmi soldat s'approcha de lui, présentant une proposition l'invitant à partir en chasse avec elle. 327, curieux, voulait savoir ce qu'elle chassait. Cette fourmi répondit qu'elle avait trouvé de la viande avant l'arrivée de l'hiver et commença à expliquer qu'elles étaient dans un endroit à 23 degrés à l'ouest du soleil de midi. En goûtant cette atmosphère, 327 réalisa que c'était de la viande de scarabée des feuilles, bien qu'il fût confus. Après tout, les scarabées devaient dormir à ce moment-là. Mais cette fourmi expliqua que cette viande venait d'une zone spéciale, un lieu qui, en raison de l'eau souterraine,
Belocan était chauffé et là il n'y avait pas d'hiver. Cela prit 327 par surprise, mais il accepta d'y aller avec elle. Dans la fourmilière, les fourmis se réunissaient avec un soldat, informant qu'une nouvelle saison commençait et que 28 explorateurs avaient été sélectionnés. Ils partiraient pour la glorieuse première expédition des fourmis Locan. Le groupe d'explorateurs était bien préparé pour ce long voyage. Leurs abdomens étaient remplis d'acide formique et leurs têtes étaient équipées d'armes extrêmement puissantes. Et parmi elles, 327. Cette fourmi était la seule reproductrice de cette expédition. Les plaques, comme les armures non toxiques des fourmis soldats, montraient encore les marques de plusieurs batailles. Tu sais quoi? Ainsi, ils marchèrent pendant des heures, passant par plusieurs villes sœurs d'une même fédération, toutes appartenant à la dynastie qui n'avait même pas Otelubakem, qui produisait le plus grand grain, et Juliacom, qui envoya une vaillante armée de fourmis soldats conquérir les confins du Sud il y a 2 ans. Le Zabinekan, un laboratoire chimique qui produisait de l'acide formique, de haute concentration et lubrifiant qui fermait la sève de cochenille, générant de l'alcool au goût de résine. Ces fourmis de feu n'habitaient que des villes comme celle-ci, mais pouvaient aussi unir leurs forces et former des fédérations. Belocan faisait partie d'une fédération relativement nouvelle, seulement 50 000 ans depuis que la première dynastie a été établie. On dit que la première reine s'est perdue dans une tempête terrible et a fini par vagabonder jusqu'à cette terre. Elle a coulé le petit gâteau, et au fil de centaines de générations, les reines de la dynastie qui n'étaient même pas nées ont créé la fédération connue aujourd'hui. Les fourmis de cette expédition sont passées par là, Solacan, la ville ramifiée la plus occidentale de la fédération, et ont atteint une petite colline. Une fourmi a commencé à commenter avec 327 que, une fois la chasse et la guerre commencée, ce bout d'herbe serait rempli de fourmis soldats et que la ville qu'ils venaient au nord était la ville ennemie, et Gaïfou. Heureusement, l'ennemi devait encore dormir pendant l'hiver, alors ils continueraient à marcher vers leur destination, sans aucun imbécile là-bas. Leur aventure ne faisait que commencer. L'une de ces fourmis a donné un coup et a dit que la piste de l'odeur qui les guidait se terminait là. À partir de ce moment, ils devraient suivre les marques laissées au sol. De nulle part, un cri assourdissant a traversé l'air, faisant tourner tout le monde pour voir une fourmi piégée dans quelque chose. 327 a sauté en action et a dit qu'il devait la sauver, mais a été interrompu par une autre fourmi expliquant que, une fois que la fourmi se laissait entraîner par l'odeur d'une sandale, le sauvetage était impossible. La seule chose qu'ils pouvaient faire maintenant était de laisser un signal d'alerte pour les parents et de poursuivre leur chemin vers l'ouest, abandonnant cette fourmi capturée. Avec un regard attentif aux possibilités et menaces possibles, une autre fourmi a remarqué un phéromone marquant l'entrée d'une grotte. C'est ce à quoi cela ressemblait. Ils avaient enfin atteint leur destination. À ce moment-là, ils ont aperçu un ruisseau d'eau, une source thermale. Toutes les fourmis se sont précipitées vers cette eau tiède, mais soudain, le sol a commencé à trembler. Quand ils aperçurent une énorme pierre roulant dans leur direction, le chef demanda de se calmer, expliquant qu'il s'agissait d'un scarabée à bouse et qu'il valait mieux le laisser passer, car son goût était horrible et sa carapace lourde. C'était juste un désagrément de porter cela jusqu'au nid. Alors, sans avertissement, quelque chose rampa au-dessus de leur tête et eut un choc avec une petite perce-oreille. Une fourmi commença à dire que cela avait un goût incroyable et toutes commencèrent à l'attaquer, déversant de l'acide formique sur cette créature. Ces fourmis tendirent une embuscade à l'insecte et dévorèrent sa chair savoureuse. Le chef dit alors qu'elles devaient manger et récupérer leurs énergies. Grâce à cette source thermique, il y avait d'autres délices encore plus éveillées dans les parages. Mais soudain, quelque chose d'énorme tomba du ciel près d'elles. Une ombre terrifiante se dessina, une chauve-souris géante. Les fourmis furent étourdies alors que la chauve-souris se débattait, lançant des pierres dans leur direction. 327, désespérée, demanda au chef comment elle devait interrompre les attaques de la bête, craignant qu'elle ne les tue et les avale. Le chef expliqua alors qu'elles avaient affaire à une chauve-souris, précisant qu'elle ne faisait que crier et se montrer parce qu'elle avait peur qu'elles envahissent son territoire. Puis, le chef ordonna à tous de tirer de l'acide formique contre la chauve-souris. Ainsi, tous commencèrent l'attaque. Quand cet acide atteignit la chauve-souris, elle se sentit étouffée, entrant dans sa bouche et ses yeux, la faisant reculer des fourmis. Cet acide formique, à 40% de concentration, agissait presque comme un corrosif. Lorsqu'il touchait un corps de perce-oreille, il se désagrégeait. Et même une chauve-souris colossale ne pouvait que se permettre de fuir. Les jours suivants, les 27 fourmis de l'expédition Belocan explorèrent les cavernes chaudes et collectèrent des provisions. Elles s'éparpillaient dans les parages, libérant des phéromones de leurs glandes arrière, comme si elles plantaient un drapeau sur des terres conquises, laissant derrière elles des produits chimiques marquant le territoire de la fédération Belocan. Le premier groupe d'expédition de la saison, avec 28 fourmis, avait accompli avec succès sa tâche d'expansion,
Le terrain de Karsa et ses proches, au-delà du bois occidental, les fourmis étaient maintenant pressées de retourner au nid, car elles devaient arriver dans cette ville avant le coucher du soleil. Une fois que la nuit serait tombée et que la température aurait chuté, leur corps se rigidifierait. En mars, à l'automne, les fourmis pouvaient opérer comme des championnes, jour et nuit, sans s'arrêter, mais avec la température basse, elles commençaient à ralentir et finissaient par s'endormir. C'est pourquoi les expéditions qui duraient plus d'un jour étaient rares et les fourmis intrépides prenaient ce risque. À ce moment-là, une des fourmis sentit une odeur curieuse. Elles suggérèrent d'arracher cette plante et de l'apporter à leur reine. L'idée de l'une d'elles fit que tous se regroupèrent, et la discussion sur les phéromones commença à circuler parmi ces fourmis. Les fourmis débattaient que leur reine-mère ne connaissait pas ce type de plante, et que, si elle ne la manipulait pas avec le soin approprié, cela pourrait leur coûter la vie. Alors, l'une d'elles dit que, même si elle tentait de s'en charger, il n'y avait pas assez de fourmis, tandis qu'une autre affirma que maîtriser ces plantes carnivores pourrait devenir un grand triomphe pour cette fédération. Rien que le fait de planter une rangée d'entre elles renforcerait leur défense. Le leader, enfin, dit à tous de rassembler leurs phéromones, affirmant qu'ils étaient épuisés et que le soleil se coucherait bientôt. Ainsi, ces fourmis décidèrent de ne pas s'approcher de cette plante carnivore. Cependant, en marchant, elles trouvèrent quelques perce-neige, réalisant à quel point ces fleurs étaient belles. 327, alors, commenta que la reine-mère éprouverait un immense plaisir si elle lui apportait cela. Elles laissèrent de cette fleur derrière et décidèrent d'en prendre une autre. En coupant la fleur de la tige, il était sûr que d'autres diraient qu'il avait fait un excellent choix. Maintenant, tout ce qui restait était d'atteindre le groupe. Mais dès que 327 était à peu d'espace de rejoindre les siens, il vit que toutes les fourmis étaient mortes, avec leur corps déformés et écrasés sur le sol. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tremblant de peur, telle une tige verte, 327 se demandait ce qui avait eu lieu là. Dans la formation en tête de serpent, elle n'avait même pas lancé un seul acide formique, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas eu le temps d'émettre un phéromone d'alarme ou de former des lignes de bataille. J'espérais qu'il y avait encore une piste dans les antennes. En les touchant, je découvris qu'il n'y avait plus rien, me faisant me demander comment c'était possible. Puis je remarquai de la mousse sortant de leur bouche. Je la pris et attendis qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, là près de la tête, frottant sur leur corps. Alors, 327 secoua légèrement ses antennes propres à un rythme de 300 vibrations par seconde. Waouh, c'est beaucoup. Quand il ne réussit à rien percevoir, il lança une fréquence à 1000, puis à 500 et ensuite à 2000 vibrations par seconde. À une vitesse très élevée, un nouvel univers de particules presque invisibles surgit devant lui, avec de la vapeur d'eau s'élevant de la rosée, tandis que des pores controversés dansaient dans l'air. Et là, le gars sentit tout cela. 327 reconnaissait cette odeur. Il l'avait déjà sentie auparavant. En forçant également sa mémoire, il envoya ses antennes à 12 000 vibrations par seconde, voyant le courant d'aspiration qui tirait tout autour de lui. Maintenant, oui, enfin l'addendum tomba. C'étaient les fourmis naines Shigafu qui étaient de proches au nord. Surpris qu'elles soient réveillées du sommeil, il pensa qu'elles avaient peut-être préparé, caché et utilisé une nouvelle arme rapide pour éliminer ses amis en un instant. Il devait courir pour prévenir les autres du péril qui approchait. Il y a 10 000 ans, la reine des fourmis de feu de l'extincte Nassia Gay, Stenga, Mek, c'est le nom qui est ici, était obsédée par la découverte de l'endroit où le monde se terminait. Alors, elle envoya des expéditions répétées vers les 4 coins, mais aucune ne revint. Cette reine actuelle, Bello que Kun, avait un style différent. Elle était déjà heureuse juste d'avoir trouvé un petit scarabée doré et d'observer quelques plantes carnivores. Elle croyait aussi qu'un jour elle pourrait apprivoiser ses beautés dans sa tête. La meilleure façon de connaître de nouveaux territoires était d'étendre la fédération, en lançant davantage de missions lointaines, en établissant de nouvelles villes filiales et des bases avancées. Cela signifiait une guerre constante contre toute résistance à la croissance de son territoire. Conquérir le bout du monde était un rêve lointain, mais la devise de la fourmi était claire, lentement mais sûrement. Ainsi, elle va loin. Le soleil couchant se dessinait comme un œuf d'orange dans le ciel. Le 237e mâle de la reine Vélocicune venait de voir ses compagnons être décimés lors de la première chasse du printemps. Autour de lui, par crainte que l'ennemi ne le retrouve et l'élimine, il courut désespérément vers sa colonie. Par un jour comme aujourd'hui, le téléphone portable semblait plus proche et réconfortant, mais aussi à une distance insupportable. Alors qu'il courait comme s'il n'y avait pas de lendemain, il se demandait comment les fourmis naines Shigifu étaient déjà éveillées. Le sommeil d'hiver se demandait, effrayé, quel genre de nouvelle arme ils avaient pu créer.
une si puissante qu'elle avait éliminé 26 camarades en un instant, sans donner de signe. « C'est trop », se disait-il. S'il parvenait à rentrer chez lui vivant, il retrouverait sa famille. Sa mère, et le seul objectif maintenant, était de rentrer à la maison. Remplaçant la chaleur du soleil, une lumière brillante commença à poindre à l'horizon lorsque 327 traversa le sombre sous-sol, ressemblant à des cavernes. Sa respiration était haletante, et il transpirait. Il observait alors que les énormes cavernes se déployaient autour de lui. Le gars essayait de garder son calme. Il ne pouvait pas laisser la peur le dominer. Alors, il continua d'avancer dans les couloirs, criant de désespoir en espérant le trouver, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans les entrailles de la colonie. Mais, ailleurs, une trace de parfum arrivait à sa fin lorsque l'arôme accueillant de Belacan attirait 327 comme un phare. Le pauvre, épuisé et haletant, il atteignit enfin son foyer bien-aimé. Le sommet de la ville de Belacan était en train d'être rénové, ajoutant une nouvelle couche sur son toit incurvé, élevant à une hauteur qui atteignait les étoiles. 327 réalisa que la nuit était déjà tombée et que la lune brillait radiante dans le ciel. Mais les autres fourmis se préparaient à se retirer rapidement, car le soleil se retirait et l'air commençait à se rafraîchir. Alors, il était temps de fermer les portes avant que le froid n'entre. Mais, au moment où elles étaient sur le point de se fermer, une voix l'appela. « Alberto, 327 !» Il était dans un état lamentable. Une fourmi était stupéfaite par la voix qui avait craqué, se demandant s'il n'était qu'une fourmi perdue errant par là. Mais 327 se défendit rapidement, affirmant qu'il était une fourmi belliqueuse. La fourmi fut choquée de le voir si usé, faisant un commentaire sur son odeur d'épuisement. Réalisant la situation critique dans laquelle il se trouvait, une fourmi ouvrière lui offrit de partager sa nourriture avec lui. 327 accepta, baissant lentement ses antennes. Il avait à peine la force de se tenir debout. Son corps était sur le point de se bloquer. Les fourmis pressèrent leurs bouches les unes contre les autres, agissant comme si c'était un estomac social. Mince, quelle chose étrange. La fourmi ouvrière passa une bouillie comme aliment stocké à l'autre camarade qui était dans un sale état. 327 remercia pour avoir pratiquement sauvé sa vie. Ensuite, il s'élança pour raconter ce qui s'était passé lors de cette expédition, criant qu'il n'y avait pas de temps à perdre, car quelque chose de terrible s'était produit et il devait les alerter sur cette urgence. Mais cette guerre approchait. Les autres fourmis ne comprenaient pas ce qui se passait, pendant que 327 expliquait que les fourmis naines avaient décimé son premier groupe de chasseurs, révélant qu'elles avaient une nouvelle arme mortelle, hautement efficace. Il convoqua alors tout le monde pour des situations de combat, criant que la guerre avait commencé. Alors que les fourmis commençaient à se rassembler pour écouter ce que 327 avait à dire, le doute planait dans l'air et ils commencèrent à exiger des preuves, se demandant s'il avait des preuves de ce qui s'était passé, si son histoire était réellement vraie. Puis, ils demandèrent à 327 où tout cela avait supposément eu lieu. Il a répondu que c'était à l'ouest de la Solakum, donc entre ces villes et les nouveaux champs de chasse, où des éclaireurs avaient signalé que les fourmis naines patrouillaient ces zones de temps en temps. Ces fourmis étaient sceptiques, doutant de cette information présentée, affirmant que leur propre patrouille avait déjà vérifié cette zone et constaté que les fourmis naines étaient encore dans leur réserve, tranquilles et sans souci. 327 avait tant peiné, mais ces mots semblaient aller au vent. Tu vois, les fourmis ont commencé à se disperser, le critiquant pour ses allégations sans preuve, suggérant qu'il était simplement fatigué et que son esprit était confus. Qui, sain d'esprit, penserait qu'une attaque pourrait se produire pendant que certaines de ses sœurs dormaient profondément? C'était une pensée insensée, pour ne pas dire le moins. Pour 327, qui était le seul à sortir vivant de cette première expédition, cela n'avait aucun sens. Le choix de la foule de croire des rumeurs anonymes plutôt que lui était un coup de poignard dans la poitrine. Tu vois, il se demandait comment il pouvait douter de lui, celui qui avait affronté le danger et était revenu pour les sauver. 327 se sentait indigné, suppliant qu'il vérifie dans ses divisions où il devrait apparemment trouver des fourmis disparues. Cela devait au moins croiser avec la vérité qu'il essayait de transmettre, mais le groupe ne répondait pas, ignorant ses paroles tout en poursuivant leur routine quotidienne. Cette indifférence était folle, personne ne s'en souciait même, et le cœur de 327 en souffrait. Il ne pouvait pas abandonner. Il était le dernier survivant et la mémoire de ses camarades morts vivait dans son esprit. Il devait réveiller son peuple à tout prix. Cependant, ses tentatives d'alarme n'ont provoqué que du mécontentement parmi les autres fourmis qui n'étaient qu'un groupe irrité, lui disant de cesser de les déranger et de rester à sa place. Avec le poids du rejet des autres fourmis, 327 décida de retourner en silence à la grotte. Là, Lucie faisait face à la porte du sous-sol,
tendue et nerveuse, alors que Kiki, inquiet, mentionnait qu'il s'était déjà écoulé un bon moment depuis que leur père avait disparu là-bas en bas, se demandant s'il n'était pas le moment d'appeler la police, mais leur mère restait dans un profond silence. Les mots d'Edmund Wells flottaient dans son esprit. Un jour, il pourrait guider son destin, mais l'espoir était que cela n'arrive pas si tôt, car ce qui pourrait émerger pourrait apporter de graves dangers. Il avait raison, quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Après tout secret était un jour destiné à émerger de cette obscurité où il avait été enterré. Mon temps est un ennemi cruel, tu sais, quand il s'agit de secrets. Pour quiconque lisant ces lignes, il se présentait en esprit. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis qu'il était parti, peut-être une décennie ou même un siècle. Et ainsi, il ferma son livre, l'encyclopédie perdue de connaissances relatives et absolues. Il se leva et éteignit la lumière, plongeant la chambre dans cette obscurité à nouveau. Eh bien, personne ne croyait ce gars, même pas une virgule de ce que 327 avait dit, mais l'idée de le raconter à la reine commençait à bouillonner dans son esprit. Il décida qu'il valait la peine de signaler la situation à Alok Kun. Après tout, tandis que la plupart des fourmis vivent environ 3 ans, la reine-mère avait survécu à 14 hivers, riche d'expériences glorieuses accumulées à chaque saison. Il espérait qu'elle pourrait le voir et, ainsi, 327 s'aventura dans un couloir où des milliers de fourmis ouvrières, tendues et concentrées, transportaient les œufs du niveau 40 souterrain jusqu'à la nurserie baignée de soleil au niveau 35 au-dessus du sol, en évitant les fourmis qui faisaient en face aux précieuses charges. Il entra dans un tunnel latéral qui menait apparemment au centre névralgique de la ville. Dans l'obscurité totale, sa perception infrarouge l'aidait à se déplacer en toute sécurité. À mesure qu'il s'approchait de cette zone restreinte, l'odeur de la mer devenait plus intense et il apercevait de plus en plus de gardes sur tout le chemin. Avec tout cela, cette petite fourmi avait un arôme qui agissait comme un pass, permettant qu'il passe sans obstacle. C'était le dernier couloir menant à la chambre principale de la mer. Devant un autre garde, sentant son odeur, il fit signe à 327 de continuer, puis il entra enfin dans la chambre de la reine-mère. C'était une vaste salle imprégnée de son odeur, responsable de la création de tous les œufs de la colonie qui donnaient vie à chaque fourmi dans ce souterrain. La reine, qui avait mené plusieurs guerres durant son règne, avait même conquis les villes des termites du Sud. Elle avait brisé tous les records de longévité, étant la propre mère de 327, la majestueuse Valokuni, reine de la ville des fourmis de feu centrale. Ses grands yeux ronds et sa longue tête exprimaient un esprit intrépide. Les antennes remarquablement écartées sur les côtés donnaient un aspect spécial à cette figure. Une fourmi infirmière était toujours prête à prendre et s'occuper des nouveaux œufs que la reine déposait. En détectant les nuances de l'odeur, 327 réalisa que seuls des mâles et des soldats non reproducteurs étaient sur le point de naître. Les granules de filles étaient inactives à cause du froid, mais lorsque le temps s'améliorerait, la reine-mère mettrait les œufs en quantité proportionnelle à ce que la colonie demanderait. Alors, Valokuni demanda à 327 de s'approcher. Heureuse de voir que son fils était venu lui rendre visite, elle l'accueillit comme celui qui revient au ventre du peuple. 327 aurait pu laisser derrière lui l'étreinte de sa mère, mais la première règle du héros était de ne jamais manquer de revenir. Comme un véritable explorateur, il devenait les jambes et les yeux de sa colonie, toujours à la recherche de nouveaux chemins. Mais maintenant, il revenait avec la mission de réveiller son peuple, qui était encore plongé dans un sommeil profond. En voyant les yeux de sa mère, une flamme d'espoir s'alluma dans sa poitrine. Elle croyait en son histoire. Notre garçon était rayonnant en réalisant qu'elle avait confiance en ses visions et ses intuitions. Valokuni n'hésita pas à assurer qu'il avait raison sur ce qui allait venir. Cependant, il y avait un mais. Ses phéromones n'avait pas été suffisante pour convaincre les autres. Elle savait que son pouvoir de communication était limité, mais la présence de la reine pourrait faire émerger la vérité. C'est pourquoi elle était là. Elle a dit que Kuni, réalisant les signes de la mort et portant quelque chose d'inexplicable, aux antennes de 327, a confié qu'un chemin se rapprochait, bien qu'il puisse ne mener nulle part. Indépendamment de sa véracité, elle ne pouvait pas décider seule. Dans leur ville, chaque décision était cruciale et nécessitait l'approbation de tous. Notre garçon a souligné que c'était le défi le plus urgent auquel il était confronté et a demandé que des espions soient envoyés immédiatement pour découvrir quelle était cette arme secrète qui menaçait sa colonie. Cependant, cette reine a répliqué qu'il y avait une myriade de priorités qui devaient être traitées immédiatement. Après tout, l'éveil de l'hiver était toujours en cours et les réparations à l'extérieur de la ville n'étaient que les premiers pas. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Ils avaient urgemment besoin de protéines et de sucre, en plus de se préparer pour le festival de la nouvelle vie. Même si elle voulait envoyer ses fourmis enquêter, il n'y avait tout simplement pas assez de troupes.
Falakikuni, stressée, a consacré un instant à jouer avec la plante carnivore, se demandant si elle pourrait construire des clôtures avec ses créatures pour protéger la frontière nord-ouest. Avec tout cela, il y avait un problème sérieux. Ces plantes ne pouvaient toujours pas distinguer les habitants de la ville des intrus. 327, ennuyé, a demandé à propos des camarades perdus lors de la dernière expédition et la reine a demandé des détails sur le nombre de fourmis qui avaient succombé. En entendant qu'il y en avait environ 27 et qu'elles n'avaient pas survécu, elle se demandait si tous étaient des explorateurs soldats, en fait une sous-classe vitale pour la colonie. 127 a confirmé en pointant qu'il était le seul mâle parmi les perdus. La reine est restée pensive en plaçant un œuf de plus sous les soins d'une infirmière qui était toujours à ses côtés. La vision de valeur qui Kun, déposant 27 nouveaux œufs en remplacement de ceux qui avaient échoué au combat, laissant 327 émerveillés, sans rien d'autre à dire, le jeune Formiga s'éloigna de la majestueuse reine, amèrement déçu par le déroulement de cette conversation. Il ne pouvait tout simplement pas ignorer les morts des 27 autres fourmis. Non, il sentait qu'il devait découvrir quelle nouvelle arme les fourmis naines avaient utilisée lors de l'expédition fatidique. Le problème, bien sûr, était que ces cérémonies n'étaient pas assez fortes, mais cela ne signifiait pas qu'il allait abandonner si facilement. Le plan était dans son esprit, il trouverait un moyen de les convaincre. 327 libéra alors à nouveau ses phéromones, informant tous que l'expédition complète avait été décimée dans l'embuscade des fourmis naines. Les fourmis, cependant, étaient irritées, prétendant qu'il faisait trop de bruit et le renvoyant, car elles étaient occupées. Alors que tout le monde se dispersait pour retourner au travail, 327 étaient sous le choc. Personne n'écoutait ses avertissements et il commença à se demander ce qu'il devait faire. Il était temps d'agir, il devait les alerter sur le danger d'une manière ou d'une autre. Puis, un mouvement attira son attention. En se retournant, il remarqua qu'il y avait quelqu'un qui boitait, suivant depuis un bon moment. 327 identifia une jeune soldate, mais il y avait quelque chose de péculier dans ce parfum. Un arôme différent, mélangé avec l'odeur caractéristique des fourmis. Bellican avait une odeur de pierre dans l'air. Lorsqu'une fourmi s'approcha, il se retourna pour demander qui elle était et quel était son objectif, juste pour trouver une figure silencieuse arrêtée dans l'ombre. Notre garçon comprit rapidement que la situation était assez mauvaise. Il pensa à courir, mais il fut bloqué par une autre fourmi qui apparut de l'autre côté, le fixant avec une intensité intimidante. Mon ami, les odeurs se mêlaient, et il réalisa que cette nouvelle fourmi portait également l'odeur des pierres. Avant qu'il ne puisse réagir, elles commencèrent à courir dans sa direction, l'entourant de leurs mandibules ouvertes. Elles commencèrent à le mordre, pendant qu'il suppliquait qu'il n'était pas un ennemi, et qu'il était l'un des leurs. Notre garçon libéra des angoisses de sa phéromone, essayant désespérément de les convaincre qu'il appartenait à cette colonie, mais une des fourmis trouva son odeur et commença à frotter ses antennes, nettoyant ce qui pourrait passer pour son identité. Mon Dieu, le gars a commencé à paniquer, sachant que, sans son odeur, il n'était qu'une ombre dans un nid inconnu. La terreur s'est emparée de lui et il a commencé à se demander si c'était son heure de disparaître de ce monde, ignorant pourquoi ils essayaient de le faire disparaître, se perdant ainsi dans le silence de l'existence. Mais tout à coup, le sol a commencé à vibrer et 327 fut complètement choqué par ce tremblement de terre. Au milieu de cette obscurité, une porte effrayante a surgi. Devant elle, un homme le fixait avec un regard vide et concentré. Il était si focalisé sur la porte qu'il semblait ressentir quelque chose rien qu'en la regardant. Puis, de repente, une lumière brillante a interrompu au-dessus de lui, prenant le monstre par surprise. La femme de Jonathan a suggéré qu'il répare l'interrupteur de la lumière de l'entrée, se rappelant comment son mari avait été le premier à allumer les lumières, mais maintenant il était là immobile. Il a demandé s'il avait de nouveau peur de l'obscurité, lui disant de surmonter cela, car il n'était plus un enfant. Jonathan répondit que son corps se bloquait simplement, et pour cette raison, il ne pouvait pas aider. Il a même mentionné qu'il avait démissionné à cause de cela, bien qu'il savait qu'il n'avait pas d'argent de côté. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas demandé à démissionner, mais finalement, il a été licencié, ce qui a fait soupirer sa femme. Néanmoins, elle se sentait soulagée que son oncle ait laissé une maison de cette taille, et maintenant, avec une maison comme ça, cela semblait un rêve devenu réalité. Jonathan était heureux que la vie trouve toujours un moyen, rassurant sa femme qu'il trouverait bientôt un autre emploi. Alors, à ce moment-là, leur fils et le chien sont venus en courant, demandant où était sa chambre. La mère a indiqué que sa chambre était à droite, au fond du couloir, et le garçon s'est élancé avec son chien, tandis que ses parents souriaient en le voyant si enthousiaste. Le garçon était émerveillé de voir sa chambre, commentant à quel point elle était grande. Jonas a dit à Nicolas que c'était vraiment sa chambre, et que s'il n'aimait pas,
Pourrais-tu regarder les autres aussi? Nick a avoué qu'il adorait sa nouvelle chambre, mais qu'il voulait encore jeter un œil aux autres. En courant avec son chien, Jonathan se sentait content de voir son fils s'amuser. Sa femme a alors demandé quel genre de personne était l'oncle, curieuse de savoir à quel point il avait été proche de son neveu pour laisser une maison aussi grande que celle-ci dans la banlieue, près de la forêt de Fontainebleau. Bien que ce fût un niveau de sous-sol, c'était encore 5 fois plus grand que l'endroit où ils avaient vécu auparavant. John admit qu'il ne se souvenait pas beaucoup de son oncle Edmond. Il était le seul de la famille du côté de sa mère, et selon sa mère, il observait toujours avec intérêt comment John grandissait quand il était petit. Récemment, son oncle avait l'habitude de le tenir la tête en bas, simulant qu'il était un avion, mais John avait peur, et finissait par faire pipi sur le visage d'Edmond. C'était le seul souvenir qu'il avait de ce jour-là. La femme de Don, entendant à quel point il était peureux même quand il était gamin, a alors demandé ce que sa grand-mère avait dit, puisqu'il avait mentionné qu'il allait la voir pour lui poser des questions sur l'oncle Edmond. John essaya de se souvenir de ces mots, mais avant qu'il ne puisse, il vit Nick essayer d'ouvrir la porte. La porte était très ancienne. Alors, Nick commença à frapper dessus, son chien aboyant comme s'il avait vu quelque chose. « Mon frère, arrête ça !» vit. Il remarqua qu'il y avait un cadenas sur la porte, mais il y avait une fente. Alors il décida de tenter de regarder à travers elle pour la chambre, tandis que son chien continuait d'aboyer. John lui dit de ne pas ouvrir la porte, mais sa femme exprima aussi sa curiosité. Cela ressemblait à un sous-sol. Alors qu'ils espionnaient, Nick, tout excité, disait que la nouvelle maison avait un sous-sol. Nick suggéra qu'il devrait ouvrir la porte, et sa mère acquiesça, voulant voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais John cria alors de ne pas ouvrir la porte, faisant toute la famille et même le chien se retourner vers lui. John expliqua que cette porte ne devait jamais être ouverte, et son fils demanda « Pourquoi pas? Pourquoi ne pouvait-il pas faire ça ?» Et John le regarda avec une expression nerveuse. Tu vois, mais sa femme questionna aussi pourquoi il ne pouvait pas ouvrir la porte. John essaya de justifier, en disant que le sous-sol était plein de rats, ce qui a paniqué sa femme en suggérant qu'il devrait courir et verrouiller cette porte immédiatement. Voilà, t'as vu? La nuit, toute cette famille dormait paisiblement, mais John restait éveillé, assis à la table à manger. Ce gars était concentré sur une enveloppe, se remémorant les mots de sa grand-mère, qui lui avait raconté que son oncle Edmond avait laissé une lettre pour lui, se demandant quel genre de personne était son oncle. Il a interrogé. La grand-mère et elle a répondu qu'il était un enfant très spécial, disant que depuis petit, Edmond causait beaucoup de problèmes, commençant par des jouets et ensuite en touchant à des montres et à des équipements audio. Écoute, une fois, il est même allé fouiller dans le frigo et ils ont fini par jeter toute la nourriture. Il avait tout abîmé, mon frère. Le gars était curieux. Il y a aussi eu une fois où il avait construit une cachette à l'intérieur de la maison et il s'y était caché. Écoute, même son patient grand-père avait atteint ses limites avec les bêtises de cet Edmond, finissant par détruire complètement la cachette du garçon. À partir de cet incident, tout a changé entre lui et la famille. Jonathan a commenté que tous les enfants étaient ainsi quand ils étaient petits, tu sais. Mais la grand-mère a répondu que la situation s'était aggravée quand Edmond était devenu étudiant. Elle a demandé à Jonathan s'il voulait en entendre plus à ce sujet, disant que sa mère disait toujours que son oncle était un génie. Sa grand-mère a dit que sa mère, Sylvie, croyait vraiment cela. La grand-mère de John, avec le regard de quelqu'un qui a déjà tout vu, savait que son frère n'était pas seulement un fauteur de troubles. En réalité, il était un être qui était hors de phase avec le monde qui l'entourait. Cette affirmation a laissé John un peu perdu pendant qu'elle lui remettait un puzzle qu'Edmond avait fait à seulement 11 ans. C'était une tâche simple, créer 4 triangles équilatéraux en utilisant 6 allumettes. John, confiant qu'il était bon dans ces choses, s'est attelé à la résolution de ce problème, mais après plusieurs tentatives infructueuses, il a demandé de l'aide à sa grand-mère. Ce n'est qu'alors que la vieille lui a révélé qu'Edmond, à 11 ans, avait une façon de penser particulière. Il disait toujours que pour trouver des solutions, il fallait voir les choses sous un angle différent, car si l'on ne suivait que les méthodes courantes, je n'arriverai jamais à percer le mystère. Alors, grand-mère a pris une boîte et a mentionné qu'Edmond avait laissé une lettre stipulant que, si quelque chose lui arrivait, ce message devait parvenir à John. Avec curiosité, il a ouvert l'enveloppe et a lu l'avertissement d'Edmond. Par-dessus tout, ne jamais descendre au sous-sol de la maison la nuit. Eh bien, le bruit de la porte grinçante résonnait dans l'esprit de John, mais le lendemain matin, il est sorti en courant pour effectuer quelques tâches. Sa femme était dans une colère noire de devoir sortir ce jour-là, tu vois. Peu après ce déménagement, Nick n'a pas été tendre et a dit qu'il avait des tonnes de boîtes à déballer. John s'est rapidement excusé, expliquant que cette réunion qu'il devait avoir était seulement ce jour-là. Il se souvenait que sa femme avait aussi des engagements, ce qui a fait que Nick se soit senti trahi. Avant de partir, ils ont rappelé à Nick de ne pas ouvrir la porte aux inconnus, peu importe.
combien ils appelleraient. Pendant ce temps, John admirait une vieille photo qui se trouvait chez grand-mère. Elle a expliqué que c'était juste une image d'elle avec sa mère et son oncle dans leur jeunesse. Un curieux a demandé comment son oncle était mort. La grand-mère, avec un regard de tristesse, a raconté qu'il avait été piqué à mort par des guêpes. Pauvre de mon frère. Et cela avait été quelque chose de si choquant qu'il avait fait la une des journaux. Les autorités avaient déclaré qu'elles n'avaient jamais vu un corps avec tant de piqûres. Une dose de choc pour John, mon frère, qui se tenait là à traiter toute cette information. Un choc. Il a voulu savoir s'il y avait quelqu'un d'autre qui connaissait bien son oncle, et grand-mère a mentionné un ami d'enfance qui se tenait toujours prêt. John Jules Bransley. Dans le présent, John s'est vite retrouvé devant un homme grand, demandant s'il était Jules. Jules l'a invité à entrer, et tout en servant un thé, ils ont commencé à échanger des idées. Jules a souligné qu'Edmond avait toujours été un mystère vivant. Personne ne pouvait le nier. Ils avaient étudié ensemble, lui dans le domaine de la botanique, et Edmond se concentrant sur les bactéries. John était confus au sujet de la spécialisation de son oncle, mais Jules a continué. Le gars affirmait que ses recherches étaient destinées à ce que les gens comprennent leurs ancêtres. Au fond, ce qu'Edmond voulait, c'était déchiffrer les cellules dans leur état le plus primitif. Parce qu'il croyait que nous, les humains, n'étions qu'un tas de cellules, et il avait vraiment raison, n'est-ce pas? Et pour lui, il était fondamental de comprendre la psychologie de chaque cellule. Jules ne savait pas comment l'expliquer, mais il sentait qu'Edmond était vraiment hors du commun. Pendant ce temps, John a révélé à Jules qu'il avait entendu dire que l'oncle écrivait une encyclopédie, ce qui a fait briller le visage de Jules. En rentrant chez lui, une sonnette a retenti. Nick, même en regardant par le Judas, a vu un homme se présentant comme Gnu. Il était là pour le travail d'édition de livres. Nick a à peine ouvert la porte, essayant de disperser le type, mais le gars ne s'est pas laissé intimider. Gnu a demandé s'il n'y avait pas d'adultes à la maison, mentionnant que le professeur Wills avait demandé des services de reliure. Nick a expliqué que le professeur Wills était son grand-oncle et qu'il était décédé depuis longtemps. Ensuite, il a essayé de fermer la porte, mais Gnu a coincé son pied dans la porte, ne laissant pas la situation s'arrêter là. Il a déploré cette perte, mais a alors commencé à demander à Nick si Edmond avait laissé un grand volume de documents. Jules, qui était très enthousiaste à l'idée de cette encyclopédie, a commenté que c'était un projet ambitieux, comme Edmond devait vraiment être. John a demandé si Jules avait vu cette encyclopédie, mais Jules est resté silencieux. Pendant ce temps, à la maison, Gnu essayait toujours de maintenir la porte, demandant à Nick de vérifier si le professeur Wills avait laissé quelque chose. Il a souligné que même après le décès de l'oncle, les promesses ont du poids. Il pensait que quelque chose de grand devait être conservé ici. Ce matériel, d'après lui, était quelque chose qu'Edmond appellerait l'encyclopédie de la connaissance relative et absolue. Alors, avec un regard désespéré, Jules se demandait si John était curieux au sujet de l'encyclopédie et a conclu qu'il avait vu des indices à son sujet, mais croyait qu'Edmond l'avait probablement caché très soigneusement, comme un trésor. Satisfait de cela, John est rentré chez lui. Cependant, Nick, un peu frustré, a claqué la porte avec force, affirmant que s'il y avait quelque chose comme cette encyclopédie, il l'aurait déjà trouvé, ce qui a rendu le génie encore plus irrité. Alors, John a décidé de demander à Jules s'il avait une idée de la façon de faire 4 triangles équilatéraux avec 6 bâtons. À sa grande surprise, Jules répondit qu'il en avait une, disant qu'Edmond utilisait toujours ce défi pour tester l'intelligence des gens. Et là, John était super excité en demandant comment faire. Jules expliqua qu'il ne pouvait pas simplement donner la réponse à John, car Edmond disait toujours que chacun devait découvrir son propre chemin. Tout joyeux, John passa alors la lettre qu'il avait reçue d'Edmond et demandant à Jules de jeter un œil. Jules prit la note avec un air curieux, tu sais, affirmant que c'était définitivement l'écriture d'Edmond. Quand John demanda à propos du sous-sol, Jules répondit que, malheureusement, il n'avait encore rien entendu à ce sujet, laissant John déçu. Pauvre type. Cependant, Edmond avait laissé un message. Il devait suivre les instructions à la lettre. Cette nuit-là, la porte du sous-sol grinça à nouveau pendant que le chien, l'air, aboyait sans arrêt. La porte commença à rouler sous la pression de l'air, grondant, et quand on s'y attendait le moins, elle s'ouvrit, libérant un bruit effrayant. Le lendemain, John fut choqué d'apprendre que l'air avait disparu. Le pauvre Nick affirmait qu'il n'était nulle part, avec un air triste. John demanda à Nick de rester calme et de continuer à chercher un peu plus. Alors, sa femme l'appela, affirmant être assez certaine que l'air était descendu dans le sous-sol, en pointant le sol. Elle montra qu'il y avait des boules de poils empilées juste devant la porte du sous-sol, les laissant stupéfaits. John, en revanche, leur demanda de se calmer, insistant sur le fait que l'air pouvait être sorti. Sa femme rétorqua que c'était impossible, puisque la porte d'entrée avait été verrouillée tout le temps. Un fils se joignit à la conversation, affirmant que l'air était définitivement
définitivement aller dans le sous-sol. Il dit qu'il était temps que John utilise ce qu'il avait appris dans son ancien emploi, lui demandant d'être rapide et d'ouvrir la serrure à fond. John hésita, se rappelant qu'il était interdit d'entrer dans le sous-sol. Sa femme se demanda pourquoi il ne pouvait pas entrer là-dedans. Et, pendant qu'ils discutaient, les mises en garde de plusieurs personnes au sujet du sous-sol traversèrent l'esprit de John, augmentant sa peur, tu vois. Elle a alors pointé la fente de la porte, affirmant qu'elle était suffisamment grande pour que l'air passe, enseignant qu'il serait probablement là parce que ce trou était trop grand. Il pouvait passer par là. Malgré cela, John était visiblement nerveux, fixant cette porte, terrorisé, tandis que ses yeux se concentraient sur l'obscurité qu'il apercevait à travers la fente. Éprouvé à nouveau par la peur de l'obscurité, sa femme et son fils essayèrent d'attirer son Attention, mais John était absorbé par cette obscurité émanant de l'ouverture, ressentant une énergie sinistre. Il se contorsionna et dit à sa famille qu'il devait te regarder dehors et appeler le refuge, avouant qu'il avait aussi pitié de l'air, mais que s'il ne le trouvait pas, il pouvait simplement prendre le chien. À ce moment-là, son fils protesta, demandant comment ce gars pouvait dire ça, puisque l'air était son meilleur ami. Sa femme ajouta qu'il n'était pas sain d'esprit et que ce gars ne faisait pas preuve de son bon sens, doutant qu'il pense que l'air était juste un chien remplaçable. Elle, réalisant sa peur dans l'obscurité, décida qu'elle entrerait personnellement chercher l'air, insistant pour qu'il déverrouille simplement la porte ou alors elle allait briser celle-ci. John était angoissé, pauvre de lui, disant à sa famille de se préparer, qu'il serait responsable de descendre là-bas. Après tout, sa mission était de protéger la famille, alors c'était lui qui devait descendre. Il prit le tuyau en métal et une lampe de poche, tout en se préparant à descendre les escaliers, mourant de peur. Avant de partir, il dit à sa femme que, peu importe combien de temps cela prendrait, elle ne devait pas descendre derrière lui et ni appeler la police. Confus, Nick demanda la raison de cette interdiction, et John expliqua que si la police arrivait, il descendrait au sous-sol, ce qui ne pouvait pas arriver. La femme de John insistait sur le fait qu'il exagérait, juste en allant au sous-sol, avouant avoir du dégoût pour les rats, mais que c'était juste une nuisance. Ignorant son observation, John continua de descendre. Il pensa qu'il ne pouvait pas dire à Lucy et Nick au sujet de son oncle Edmund, car ils suggéreraient sûrement qu'ils devraient déménager, ce qui était loin d'être à sa portée. Ainsi, il ferma la porte derrière lui pour que Nick ou Lucy ne le suivent pas. Mais en faisant cela, la peur de l'obscurité a commencé à l'attaquer à nouveau, faisant trembler son corps tandis que ses yeux parcouraient cet environnement. Sa famille avait été très inquiète de le voir dans la forêt, tandis que Lucy criait pour qu'il prenne de grandes respirations, essayant de le ramener à lui. Elle lui assura qu'il parviendrait à surmonter cela, et, finalement, John commença à se calmer et à respirer normalement. Armé de sa lampe torche, il poussa un soupir et promit qu'il irait bien, demandant à ce qu'on ne s'inquiète pas. Il regagna le sous-sol, entamant la descente des escaliers. Pendant qu'ils observaient, Nick demanda à sa mère quand leur père reviendrait, puisque cela faisait déjà 8 heures qu'il était descendu. Lucy se tenait debout devant la porte, disant qu'elle commençait à désespérer et qu'elle était sur le point d'appeler la police. Mon frère, qui avait peur de ce sous-sol, entendit une voix résonner de l'entrée, se rappelant que John avait demandé de ne pas utiliser le téléphone. Puis, John apparut à la porte, sale et épuisé, portant le corps d'Omar, et affirmant qu'il devait s'inquiéter pour lui. Étonnés, Nick et Lucy restèrent stupéfaits en voyant son état, Lucy criant de colère sur la façon dont il pouvait être inquiet pour lui en le voyant ainsi. Mais Nick, quant à lui, était dévasté de voir le chien dans ses bras, tout blessé et abîmé. Pauvre petit. Il se jeta vers John, suppliant qu'il se réveille, tandis que des larmes coulant sur son visage, mais Omar ne réagit pas, pauvre petit. John était également profondément bouleversé, tandis que Lucy était complètement perdue au milieu de ce brouhaha. Nick ne cessait de crier et de pleurer en voyant son ami dans cette situation. Enfin, Lucy demanda à John ce qui s'était passé dans le sous-sol. Incapable de formuler une réponse, un faible sourire se dessina sur le visage de John, faisant ressentir à Lucy un tourbillon d'émotions. Ils mirent alors le corps dévasté, d'Omar sur une serviette, Nick pleurant encore pour lui. Le protagoniste déclara que le lendemain, il devrait emmener Omar, le chien, au célèbre cimetière du Père Lachaise, où ils achèteraient une tombe pour 25 francs et mettraient sa photo dans cet espace. Nick, encore en larmes, accepta cette idée, confessant qu'Ar méritait au moins cet hommage. Mais alors, John proposa qu'après cela, ils passent au refuge pour animaux et ramènent un nouveau chien à la maison, plaisantant sur le fait de prendre un Maltese, qui est tellement mignon. D'un autre côté, Lucy semblait encore sous le choc, incapable de traiter tout ce qui s'était passé si rapidement. Elle resta silencieuse, mais finit par acquiescer silencieusement à la suggestion de John. Néanmoins, il y avait une détermination en elle qui insistait pour découvrir toute la vérité. Elle questionna John sur ce qui s'était passé là en bas, mais il la regarda seulement et dit qu'il n'y avait rien. Eh
bien, rien du tout. Cela rendit Lucy encore plus en colère, et dans un accès de frustration, elle cria, demandant s'il avait conscience de ce qu'elle ressentait à ce moment-là. En observant le corps du chien, il semblait avoir subi un véritable carnage, et elle se demandait ce qui s'était exactement passé avec son ami à ce moment-là. John toucha sa tête, affirmant que comme le notaire lui avait dit, le sous-sol était infesté de rats et que ces monstres avaient fait un ravage sur le pauvre chien. Lucy, inquiète, demanda des nouvelles de John, mais il ne fit qu'esquisser un faible sourire, sans grande confiance. Tous deux, Nick et Lucy, observèrent maintenant alors que John racontait que, du point de vue des rats, il était bien plus gros qu'un chien et qu'ils avaient eu peur. Lucy fut sous le choc, criant que cela n'avait aucun sens, exigeant de savoir ce qu'il faisait là depuis 8 heures entières. Elle était furieuse et voulait savoir ce qu'il y avait dans ce maudit sous-sol, tandis que Nick regardait son père, inquiet. John avoua qu'il ne savait pas non plus ce qu'il y avait là-dedans, car il n'avait jamais pu atteindre le fond. Lucy, la bouche bée, demanda comment il n'avait pas pu aller jusqu'au bout après avoir passé 8 heures là-dedans. Il dit que le sous-sol semblait sans fin et continuait à descendre sans arrêt. Elle s'étonna qu'il n'ait pas pu atteindre le fond, même après avoir marché cette quantité d'heures, et commenta que ce sous-sol était vraiment quelque chose. John révéla qu'il allait continuer, mais c'est alors qu'il trouva art et décida de s'arrêter. Voyant que le corps de l'animal était ensanglanté, il supposa que l'air avait lutté vaillamment et, pour un si petit chien, avoir résisté si longtemps était admirable, n'est-ce pas? Non, Lucy? Il se demandait pourquoi il s'était arrêté, se demandant s'il était arrivé à mi-chemin. John admit qu'il ne savait pas, mais la peur paralysait, lui rappelant à quel point il avait toujours eu du mal avec l'obscurité et la violence. Elle affirma que n'importe qui serait revenu, puisqu'on ne peut tout simplement pas aller de l'avant dans une obscurité totale. La pensée de Lucy et Nick empêchait John d'aller plus loin dans cette obscurité ou de sentir qu'il se dirigeait vers la mort. Les mots de John inquiétaient tous les deux. Lucy l'étreignait, s'excusant de l'avoir tant poussé et assurait que tout était fini. Elle suggéra qu'il scelle la porte fermement et ne parle plus jamais de ce qui s'était passé. Cependant, John insista sur le fait que ce qui s'était passé là-bas n'était pas terminé. Confondant Lucy, il décrivit une zone au sous-sol avec des murs tachés de rouge où il ne pouvait pas avancer. N'importe qui à sa place aurait fait de même. Il avait toujours détesté cette obscurité et cette violence. Il était terrifié rien qu'à l'idée de cette obscurité. Il tremblait encore, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il croyait qu'il pourrait être près de la fin. La réponse de Lucy fut une question directe et insinuait qu'elle voulait retourner là-bas. John confirma qu'il le souhaitait aussi, car il croyait que c'était le chemin que son oncle Edmund avait pris. Lucy haussait un sourcil, surprise par la mention d'Edmund. Mais John commença à expliquer qu'il y avait quelque chose dans ce qu'il avait fait là en bas et qu'il devait découvrir ce que c'était. Lucy était complètement abasourdie. Elle affirmait que John l'aimait vraiment, elle et Nick, et qu'il ne redescendrait jamais là-dedans. Nick implora aussi son père de ne pas y aller, mais il leur lança un regard vide, disant qu'il n'y avait pas moyen. Il savait qu'il avait toujours été un lâche et qu'à la moindre sensation de danger, il s'arrêtait, abandonnant tout. C'était simplement ce qu'il était, jamais eu le courage de faire face à quelque chose de risqué jusqu'au bout et n'avait jamais accompli quelque chose qu'il pourrait appeler un succès dans sa vie. Il n'avait jamais réussi à avancer et maintenant il regrettait de ne pas être resté à la Seven Locks Company. Étant donné que toutes les compétences qu'il avait apprises là-bas ne lui étaient plus d'aucune utilité, il aurait dû s'aventurer dans un quartier dangereux. Peut-être saurait-il alors comment faire face à cette violence. Au lieu de cela, il continuait à fuir toute situation compliquée, devenant un jailwalk ignorant de la réalité. Lucy interrompit, disant qu'il disait des bêtises. Mais John argumenta que ce n'était pas des bêtises. Il savait qu'il ne pouvait pas vivre, enfermé pour toujours. Ce sous-sol était sa chance de sortir de cette petite coquille. S'il ne voyait pas cela à la fin, il serait condamné à croiser un lâche chaque fois qu'il se regarderait dans le miroir. Lucy comprenait qu'elle ne pouvait pas l'en empêcher et lui demanda de l'accompagner, mais John insista pour qu'elle reste. C'était sa mission, son chemin à suivre. Personne ne pouvait intervenir. Curieux, il lui demanda si elle comprenait, puis il se tourna vers Nick, essayant de le calmer en lui proposant une énigme. Nick, en entendant cela, marqua une pause dans ses pleurs. John lui offrit 6 allumettes et défia le garçon de former 4 triangles équilatéraux avec, soulignant qu'il devait penser de manière conventionnelle et qu'il ne donnerait jamais la réponse. Il était essentiel de penser différemment et ainsi, il réussirait. L'énigme des 6 allumettes apporta un petit moment de tranquillité à Nick. Le choc et la tristesse de voir la guerre revenir comme un corps inerte était un peu plus éloigné, mais l'inquiétude dominait toujours Lucy. Cette nuit-là, le couple eut une vive discussion, mais John resta ferme, ne lâchant pas un mot sur le sous-sol ou ses intentions. Le lendemain, il répara la brèche dans la porte en fer du sous-sol, restaura le cadenas et attacha la seule clé à un cordon qu'il passa autour de son cou. Son attitude
attitude choqua sa femme et son enfant. Cependant, au moins la porte était à nouveau verrouillée. Mais dans les profondeurs de l'obscurité, un grondement persistait, alors que le tremblement de terre de 327 faisait s'effondrer le plafond de la caverne sur lui et ses ennemis. Profitant de la confusion, 327 se fraya un chemin, se débarrassant des fourmis en courant. Le plafond s'effondrait encore plus, mais il parvint à sauter par-dessus les débris. Atteignant un vol loin du chaos, cependant, avant qu'il ne puisse s'échapper, les débris tombèrent devant lui, fermant complètement son chemin. 227 se retrouva encerclé, mais ce n'était pas la fin. Le sol commença à se fissurer sous ses pieds et il tomba avec le reste du nid. Le tremblement de terre, se répétant, avait ravagé une partie de la ville, faisant en sorte que les fourmis libérèrent des phéromones de terreur. Malgré tout, 227 réussit à atterrir en toute sécurité avec ses ailes, tandis que ses compagnons n'eurent pas la même chance, tombant et s'écrasant au sol. Le tremblement l'avait sauvé des griffes du meurtrier, mais maintenant tout le monde était en danger. Les travailleurs commencèrent à déplacer les œufs vers des zones sûres et les fourmis soldats s'organisaient pour la bataille, tandis que 227 avançaient. Finalement, ils parviendraient à atteindre une zone sûre, mais personne ne savait si le tremblement de terre était terminé. Avant que quiconque puisse parler, la terre commença à trembler à nouveau et le plafond au-dessus de lui s'ouvrit, laissant entrer la lumière. Avec le plafond perforé, les fourmis des niveaux supérieurs commencèrent à tomber, générant de l'incertitude parmi elles sur ce qui envahissait réellement la ville. Et alors, un immense tentacule interrompit la ville, déchirant tout sur son passage. Les fourmis restèrent sous le choc en apercevant ce membre colossal, rose et glissant, envahissant leur foyer. « Oh, quel sujet étrange, mon frère !» Mais avant qu'il puisse prendre une décision, les tentacules commencèrent à s'agiter, comme des fouets incontrôlés, venant à bout de nombreuses fourmis à la fois. Les valeureux soldats avancèrent sur le tentacule, mordant de toute leur force, le faisant se tordre de douleur et reculer vers le trou d'où il était venu. Cependant, dès qu'il s'éloigna, il revint à l'attaque. Les fourmis restantes commencèrent à sonner l'alarme, avertissant tout le monde de se mettre à l'abri, mais le tentacule passa à travers elle et se concentra sur 227. Au moment où il s'apprêtait à l'attraper, une fourmi soldée passa devant son visage et poussa 227 loin du tentacule, le faisant courir, tandis que l'alarme retentissait à nouveau. Le plafond trembla une fois de plus alors qu'un énorme monstre était en pleine destruction. Écrasant les fourmis soldats avec sa langue, le monstre a saisi une grande quantité de fourmis, les engloutissant en un seul mouvement. Cette scène était dévastatrice, provoquant une compréhension sinistre chez toutes elles. Elle faisait en face, mon frère, au pic vert. Sainte Marie. Je pensais que c'était un tamanoir. Le nom scientifique de cette créature était Picus canus. En Corée, c'était un oiseau résident commun et une espèce euro-asiatique de la famille des pivers. Ces oiseaux, avec une petite tache rouge sur la tête, étaient des mâles, tandis que ceux sans tache étaient des femelles. Ils étaient souvent friands de fourmis, les trouvant souvent au sol, les léchant avec leur langue. Dans un nouveau coup, le pivert a craché sa langue, rompant un groupe de fourmis. 327 ont observé alors qu'il attrapait et dévorait les fourmis comme s'il s'agissait de friandises, les engloutissant d'une seule bouchée. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a attaqué à nouveau, écrasant encore plus de fourmis pour assouvir sa faim. Alerte! C'était une alerte d'urgence de niveau 3. Toutes les fourmis ont commencé à sonner un signal d'urgence. Vite, elles ont commencé à descendre avec les œufs, envoyant des fourmis soldats pour les protéger. Les tireuses se sont réunies et ont visé la bouche du pivert. Elles ont commencé à grimper le corps de l'oiseau, s'agrippant à ses plumes tandis qu'elles se formaient sous la direction ferme du commandant de la troupe. Toutes, les fourmis ont libéré une pluie d'acide formique contre l'oiseau. Cela n'est pas passé inaperçu pour le pivert, qui criait de douleur. Les fourmis, sans pitié, continuaient à projeter leur acide, brûlant ses plumes et répondant aux nerfs du malheureux. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Elles ont rapidement commencé à mordre sa chair, les cris du pivert résonnant alors qu'il essayait de se défendre, battant des ailes contre le nid dans une bataille désespérée. Les fourmis étaient déterminées à envahir le corps du géant. Elles ont trouvé une ouverture, et à l'appel, chacune a commencé à se glisser dans les entrailles du monstre. Puis, elles sont entrées par la blessure qu'il avait ouverte. Le pivert, qui se débattait, était totalement distrait par les fourmis sur son cou qui le mordaient. L'une d'elles a finalement réussi à traverser, perçant la chair de l'oiseau et faisant jaillir le sang. La peau de la gorge s'est ouverte, et les fourmis ont commencé à entrer, tandis qu'un flot de sang rouge jaillissait de cette blessure. Dès qu'elles ont fini de libérer des phéromones d'alarme, cela a indiqué qu'elles étaient en position de force dans la bataille. Elles se sont dirigées vers les entrailles du pivert et l'attaque s'est intensifiée. Elles ont trouvé quelques fourmis avalées, encore vivantes, et les ont sauvées.
trouver. Elles étaient maintenant dans la tête de l'intrus, cherchant un moyen d'atteindre le cerveau, et ont eu l'audace de suivre une artère, profitant du flux sanguin direct du cœur, se préparant pour la grande attaque au centre nerveux. Le pivert, ressentant la douleur, a à nouveau crié, tandis qu'un second groupe de fourmis qui avait envahi par le poumon déversait de l'acide formique. Ici, elles ne faisaient pas de quartier, armées de puissantes mandibules. Elles ont brisé l'œsophage et ont retrouvé leur équipe, montant par l'orifice rond. Pendant ce temps, les soldats qui étaient entrés par en bas dévastaient chaque organe qu'ils trouvaient. Gésier, foie, cœur, rate, pancréas. Elles détruisaient les forteresses internes du monstre une à une. Une fourmi, au milieu du chaos, a rompu une veine et l'endroit a été inondé de sang. Le chef a alors donné l'instruction à tout le monde de faire attention à ne pas blesser trop de muscles et de nerfs. Il a insisté pour que, si elle n'était pas attentive, elle pourrait se blesser avec les attaques involontaires de la chair. Il a également rappelé d'éviter les parties contenant de la bile et des sucs digestifs, car soyons d'accord, toucher là serait un désastre total. Enfin, les unités qui étaient entrées par ce chemin étrange et rond se sont retrouvées dans la région des reins de la bête. Le cœur du monstre pulsait encore, mais les fourmis de feu avaient gagné cette fois. Elles avaient vaincu le pivert, le prédateur qui autrefois les chassait, devenu maintenant la proie. Des fourmis de toute cette ville se joignaient pour envahir l'immense oiseau et commençaient à se délecter de la chair de cette créature. Il n'a pas fallu longtemps avant que les tunnels de la colonie soient remplis de fourmis portant des plumes et du plumage comme trophée, les fourmis bâtisseuses. À leur tour, ils couraient déjà pour commencer les réparations, reconstruire le toit et restaurer tout ce qui s'était brisé. Ainsi se dressait, une fois de plus, la civilisation des fourmis. Comprendre cela exige un voyage de centaines de millions d'années dans le passé, lorsque la vie est apparue pour la première fois sur notre planète. Les insectes furent les premiers habitants, mais avouons-le, la survie n'était pas en leur faveur. Ils étaient petits et fragiles, des proies faciles pour les prédateurs. Pour survivre, certains d'entre eux décidèrent de pondre un nombre absurde d'œufs, espérant qu'au moins une portion de leurs petits survive. D'autres décidèrent de se protéger avec des venins, se transformant en créatures redoutables. Certains produisirent des substances si désagréables que les prédateurs renonçaient à les manger, et d'autres se camouflaient, se faisant passer pour de l'herbe ou l'écorce d'un arbre. Cependant, les termites, pauvres d'elles, jusque-là condamnées à devenir un encas dans la jungle primitive, trouvèrent la solution intelligente. Elles cessèrent de lutter seules et s'unirent dans un véritable empire, convaincues que, si elles luttaient ensemble, l'attaque deviendrait beaucoup plus compliquée. Cette stratégie de survie était basée sur une organisation sociale complexe où les termites montrèrent qu'elles savaient travailler ensemble. Elles furent les pionnières dans la construction d'une société, les véritables maîtres de cette planète. Lorsque cela traverse l'esprit d'Edmond, il clôt un nouveau chapitre de son encyclopédie des connaissances relatives et absolues. Un jeune homme a dit qu'Edmund Wills n'avait pas laissé le meilleur des héritages à cet endroit, et, ainsi, en partant, personne ne se souciait de le retenir. Pourtant, il semblait avoir quelques talents. D'ailleurs, le gars avait développé une bactérie alimentaire, une qui avait donné au yaourt une bonne odeur. Le type commentait que le gars avait des éclairs de génie en chimie, mais les gens disaient que ce n'était pas si fréquent. C'était comme si ça apparaissait et disparaissait. John, curieux, voulut savoir si la relation entre eux était tendue, et l'homme expliqua qu'il était plus approprié de dire qu'Edmund ne s'adaptait pas très bien, le qualifiant de solitaire. Les bactéries qu'il avait développées avaient rapporté d'énormes bénéfices à cette entreprise, mais personne ne lui a vraiment donné la reconnaissance qu'il méritait. John a commencé à se demander si l'homme pouvait mieux éclaircir ce qu'il voulait dire. L'homme a répondu que dans toute équipe, il y a toujours un leader, mais qu'Edmund avait du mal à gérer cela. Typique des gens intelligents, il détestait les hiérarchies et voyait les managers avec mépris. Selon lui, ces managers étaient là juste pour donner des ordres, sans un soupçon de pensée critique, et tout le monde était coincé dans la dynamique de lécher les bottes de leurs supérieurs. Eh bien, en revanche, Edmund avait l'air arrogant, ce qui finissait par irriter ses collègues. Curieusement, ses collègues de travail ressentaient plus de mépris pour lui que pour les supérieurs qu'il défiait. Alors, John a demandé ce qui s'était passé lorsque Edmund avait quitté l'entreprise, et l'homme est resté silencieux un moment. Il a partagé qu'il y avait eu un malentendu entre Edmund et l'un de ses dirigeants sur un sujet quelconque, et que dans ce cas, Edmund avait absolument raison. Il se souvint qu'en réalisant que le dirigeant fouinait dans son bureau, Edmund avait préparé un piège et lui avait donné une leçon bien méritée. Cependant, personne ne s'était rangé du côté d'Edmund. Quand il avait vu que tout le monde était ardemment du côté du dirigeant, il n'avait d'autre choix que de partir. Cela laissait John perplexe, se rappelant que l'homme avait dit qu'Edmund avait raison. L'homme réfléchit que parfois, il était beaucoup plus sage d'agir comme un lâche pour quelqu'un qu'on connaît, même si on ne l'aime pas, que de risquer de s'exposer pour quelqu'un qu'on connaît à peine, même si l'on éprouve une certaine sympathie. Edmund n'avait pas d'amis là-bas,
Il n'avait jamais partagé une collation ou une boisson avec eux. Il semblait toujours vivre dans un monde à part. Cette révélation laissait John abasourdi. Il se demandait pourquoi l'homme lui confessait sa lâcheté. Eh bien, l'homme a dit que maintenant qu'Edmund était mort, il ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'il avait mal agi envers lui. Et comme John était son neveu, lui raconter cette histoire pourrait apporter un peu de paix à son âme. Alors, sur cela, John quitta le bâtiment. Sweet Milk, je l'envoie au Centre national de recherche scientifique du Centre d'entomologie de Fontainebleau. Là, il a demandé au professeur s'il le connaissait depuis. Edmund était en Afrique. Le professeur a confirmé que oui et a commenté qu'Edmund avait des blessures profondes dans l'âme, du genre à ne pas mettre de like, tu vois. Du coup, j'ai une énorme blessure, tu vois, mais un like. D'accord. Rappelons que cela était dû à la mort de sa femme. Après cette tragédie, il a dédié sa vie à l'étude des insectes. John a demandé au professeur Daniel pourquoi il avait choisi les insectes comme sujet d'étude. Daniel a expliqué que les insectes avaient une énorme importance, car ils fascinaient toujours l'être humain à travers l'histoire. Il a affirmé que, depuis les temps anciens, nos ancêtres redoutaient les mouches, pensant qu'elles étaient porteuses de maladies, et qu'ils n'aimaient pas les puces parce qu'elles provoquaient des démangeaisons sur la peau. Ils craignaient les araignées à cause de leurs morsures et détestèrent les charançons qui se nourrissaient des grains. Ces idées ont été transmises de génération en génération. Bien qu'ils soient plus petits et fragiles par rapport aux humains, les uns et les autres s'hostilisaient, se sentant menacés. À la fin, tout se terminait dans l'estomac des créatures plus petites. Cela a intrigué John d'entendre le professeur Daniel explorer cette perspective, car il n'y avait jamais pensé de cette manière auparavant. Pendant très longtemps, les insectes ont été décrits comme les créatures les plus nuisibles. Daniel a fait allusion, par exemple, à ce n'était pas une coïncidence que Belzébuth, l'un des serviteurs de Satan, soit représenté avec une tête de mouche. John a observé que les fourmis étaient perçues de manière plus positive que les mouches, mais Daniel a souligné que cela variait selon la culture. Dans le Talmud, les fourmis symbolisaient l'honnêteté. Dans le bouddhisme tibétain, elles servirent de critique au matérialisme. Cependant, parmi les peuples bous de la Côte d'Ivoire, il y avait la croyance que, si une femme enceinte était mordue par une fourmi, elle donnerait naissance à un enfant avec une tête de fourmi. Certaines tribus polynésiennes considéraient même les fourmis comme de petites divinités. John a commenté qu'il entendait son oncle, qui avait l'habitude d'étudier les bactéries, et a demandé à Daniel pourquoi il avait abandonné cette voie de recherche. Daniel a répondu que, comparé à sa connaissance approfondie des insectes, ce qu'Edmund avait fait avec les bactéries n'était qu'une goutte dans l'océan, surtout en pensant à ses recherches sur les fourmis, ce qui avait surpris John. Entre-temps, 327 a confirmé que les deux meurtriers, avec une odeur de pierre déjà dissipée, avaient probablement été écrasés par la terre qui s'était effondrée. Maintenant, il poussait un soupir de soulagement, bien qu'il sache que ce n'était que le début. Ces maudits avaient effacé son phéromone et celui de la Fédération. Toute fourmi qui croisait 327 le reconnaissait comme un intrus. Sans avertissement préalable, ils pouvaient attaquer avec un acide formique et tenter d'écraser sa tête avec leurs mandibules. Il n'arrivait pas à croire que tout cela était arrivé à ce point, pensant que tout était à cause de ces maudites deux fourmis soldats qui sentaient la pierre. La frustration envahissait 327, qui se demandait pourquoi il avait fait quelque chose d'aussi fou. Il conclut que ces fourmis devaient être complètement folles, car il n'y avait pas d'autre explication pour agir de cette manière, à moins d'être insensé. Cependant, dans 227, il se souvint que même les fourmis qui relâchèrent l'avertissement de niveau 3 avaient une attitude plutôt étrange. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit. Ces deux fourmis sentant la pierre étaient différentes. Ces fourmis n'étaient pas folles, non. Pour être honnête, elles semblaient totalement conscientes de ce qu'elles faisaient. Quand la séquence génétique échoue, cela peut provoquer un élan psychologique. C'est comme si des cellules s'attaquaient à l'intérieur du même organisme. Les fourmis qui s'occupaient des blessures appelaient ces autres, ces cancéreuses. Il se souvint de ce qu'était le cancer et de l'odeur fétide qui émanait de ce groupe. Ce devait être l'odeur de la maladie, non? C'était quelque chose qu'il devait rapporter immédiatement. D'abord, il avait l'arme secrète des fourmis naines, et maintenant ces cellules cancéreuses de Bellacon. Avant tout, 327 devait se couvrir. La seule fourmi qui pourrait le reconnaître par infrarouge, sans dépendre de l'odeur, était la reine-mère. La zone interdite de la reine, où elle se cachait, serait pleine de fourmis soldats, mais il n'y avait pas d'autre moyen d'entrer. Après tout, la reine Vitescorne avait mentionné qu'elle le faisait souvent. L'endroit le plus risqué était le plus sûr, et ainsi 327 se dirigea vers son prochain objectif. Au bout du couloir sombre et étroit, une forteresse de bois apparut devant lui. Il était arrivé dans la zone interdite. Grâce aux troncs de pin, la ville pouvait se protéger de la tempête et des inondations également, avec la résidence de la reine et de précieuses réserves alimentaires juste là-dedans. Après que la mère Vélociraptor ait atteint cette zone il y a 5000 ans, la première difficulté qu'elle a rencontrée fut les termites, une bataille longue et fastidieuse qui a duré
durer un millénaire. Les fourmis Belocan en sortirent triomphantes, conquérant cette terre, mais les gars furent surpris de se retrouver face à ce nouveau foyer. Le tronc de pin ouvrit la voie à de nouvelles idées, un urbanisme et une architecture avec la croissance des fourmis de feu. Elles commencèrent à creuser encore plus profondément, suivant les racines qui s'étendèrent dans la zone interdite. Le nid des Bélacons était désormais le foyer uniquement de la reine-mère et des plus choisis des fourmis sentinelles. Le reste de la colonie vivait dans les environs. 327 s'approcha prudemment du tronc, évitant de faire du bruit, car tout son pouvait le trahir. Il espéra qu'il n'y avait pas de fourmis soldates à proximité, jusqu'à ce qu'il trouve une fourmi bloquant l'entrée. Ces fourmis gardiennes étaient génétiquement manipulées pour avoir de grandes têtes, aplaties. Lorsqu'elles se positionnaient pour obstruer un passage, leurs têtes s'emboîtaient parfaitement, donnant l'impression qu'il y avait réellement un clou enfoncé là, agissant comme des portes vivantes. Elles prouvaient leur valeur depuis 780 ans. Pendant l'invasion des fourmis jaunes, tous les survivants de Bélacon se réfugièrent dans la zone interdite, et les fourmis gardiennes scellèrent chaque entrée méticuleusement. Il fallut du temps pour que les fourmis jaunes arrivent à forcer ces barricades vivantes. Non seulement elles bloquèrent les accès, mais elles utilisèrent également leur force brute pour repousser l'invasion. Finalement, les fourmis jaunes finirent par rompre les têtes chitineuses des gardiens et réussirent à entrer, mais leur sacrifice ne fut pas vain. Elles gagnèrent le temps nécessaire pour que les villes alliées rassemblèrent leurs forces et vinrent à son secours. Et là était 327 face à l'une de ces fourmis gardiennes. La fourmi gardienne révéla que 327 n'avait pas de phéromone de passage, le qualifiant d'intrus, mais 327 demanda simplement qu'elle écoute et vérifie ses antennes. La gardienne resta ferme, réaffirmant qu'un intrus avait envahi la zone interdite, demandant à 327 ce qu'il faisait là. En essayant de s'approcher, cette fourmi gardienne pouvait seulement rester en alerte contre un ennemi invisible, mais contre une fourmi ouvrière qui avait une vision dans l'obscurité. Grâce à ses yeux dotés de pores infrarouges, la chance pouvait être de son côté. Il vit 327 déplorer cette situation, car il n'avait pas d'alternative. Alors, d'un mouvement rapide, il attaqua les mandibules de la gardienne, qui commença à trébucher lentement. Mais, alors que la rigidité cadavérique commençait à s'installer, le corps de la gardienne rendit l'entrée encore plus difficile à ouvrir. En fin de compte, 327 répandit de l'acide formique sur le front de la gardienne, murmurant qu'il était désolé, mais qu'il devait le faire. Avec une tête résistante, cela ne fondit pas du premier coup, le forçant à utiliser 4 pulvérisations de cet acide formique. Et enfin, mon ami, ce passage s'ouvrit. Notre garçon décida de penser que la porte s'était simplement cassée, essayant de se convaincre que ce n'était qu'une porte, et qu'il traversait un obstacle et se déplaçait pour avertir son clan du danger imminent, mettant sa propre vie en danger. Et ainsi, notre garçon essayait de se duper, pensant qu'il venait juste de rompre cette barrière qui se trouvait sur son chemin. Après tout, il ne pouvait pas penser différemment, n'est-ce pas? Parce que c'était un être de sa propre espèce. Et il continue d'avancer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez, commentez ici en dessous et regardez cette vidéo. Merci d'avoir regardé et restez avec la prochaine vidéo.